Voilà, salut, salut. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Je salue tous ceux qui sont là. Faites le partage comme d'habitude. Je mets notre son préféré pour qu'on commence avec l'analyse. Mais en attendant que le partage se fasse, écoutons le son. Agawamba il s'est versé. Oh la jambe du Cameroun. Agua le poisson dans l'eau. Baba et Sadine, welcome Camarel. Nyondo poisson brisé. Nyondo ndolé huilé. Nyondo pondo salé. Nyondo kirishi sec. Camerounais sont inspirés. Quand on a le pouvoir ancestral qui motive un artiste à travailler, vous voyez qu'il sort avec quelque chose qui touche nos nerfs parce qu'il a fait avec amour, il a fait avec passion. Au Cameroun, nos berceaux de nos ancêtres, pas de goût et jaloux de ta liberté. Dites-moi, tu es le seul et notre vrai bonheur. Un symbole à dans le foyer d'unité. Nous sommes les Kunga. On chante le Kunga. Nous sommes les Kunga. On danse le Kunga. Si tu es indomptable, chante le Kunga. Si tu es tantinaillé, le Kunga. Toutes les Amazones d'or. Shake le Kunga, sexy. Projet Patrio, notre terre chérie. Tu es la joie, le rythme de nos cœurs. On va courir pour toi, on va chanter pour toi, on va lutter pour toi, on va mourir pour toi. Nous sommes les Kunga.
Oh l'argent made in Cameroun. Agola poisson dans l'eau. Baba Sadi, welcome Camarel. Voilà. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà là. Salut à Sylviane Carole. Salut à Mirabelle Christine. Elle est déjà dans les partages. Super. Samy. Salut à Miu Miu là. Salut à toi. Salut à Brigitte Kemo. Salut à Lisa Roca. Vous êtes encore tous là. Vous étiez là tout à l'heure. Salut à Josiane Nenda. Salut à Agnès Lendi. Tu es toujours présente. Salut combattante. C'est ça, les insoumis sont là. Nous avons plein d'insoumis là. Salut à tous ceux qui sont là. Faites les partages. On va commencer très bientôt. Mais avant les partages, profitons de ce son. Ce son que nous allons tous aimer. On va tous adorer ce son en question. Ouais. Continuez les partages. Tu es le seul et notre vrai bonheur. Un symbole à tant de foi et d'unité. Zanzi Kunga Bab Zion. Au Cameroun, au berceau de nos ancêtres. Pas debout et jaloux de ta liberté. Tu es le seul et notre vrai bonheur. Un symbole à tant de foi et d'unité. Nous sommes les Kunga. On chante le Kunga. Nous sommes les Kunga. On danse le Kunga. Si tu es indomptable, chante le Kunga. Si tu es tantinaillé, danse le Kunga. Toutes les Amazones et d'or. Shake le Kunga, sexy. Voilà, salut à ceux qui viennent d'arriver. Salut. Salut à Drussel Hair. Salut à vous. J'ai un peu baissé le son pour que vous puissiez m'écouter. Ah oui. Ça c'est du son. Oui. Ce vendredi à Bruxelles, je pense que ce son doit faire beaucoup d'écho. Ah oui. Si t'es redoutable, chante le Kunga. Si tu es tantinaillé. Ça c'est le premier son que moi j'écoute et ça parle de la basse et des Amazones. Ah oui, hommage à ton papa, le danseur de Kunga. Hommage à lui, qu'il repose en paix. Miu Miu. Ouais, multipliez les partages les amis, multipliez les partages. Pendant ce temps, on caresse nos oreilles avec le Kunga. Oui, hommage aussi à ton papa Drussel Hair. Hommage aussi à ton papa. Bonsoir, grâce Dieu. Bonsoir à toi. Bienvenue à tous ceux qui sont là. Oui, la basse est partout. C'est la basse qui colonise. Maintenant.
Wambari s'est versé. Waouh. Oh la journée des Cameroun. Agola poisson dans l'eau. Waouh. Baba Sadine, welcome Camarel. Nyondo poisson brisé. Nyondo ndolé huilé. Nyondo pondo salé. Nyondo kirishi sec. Nous sommes des Kunga. Voilà, mesdames et messieurs, nous n'allons plus trop tarder pour commencer. Je sais que beaucoup d'entre vous étaient déjà là tout à l'heure par rapport à la petite analyse de l'apparition de la basse et des autres combattants à Bruxelles. Vous étiez là, vous avez suivi et je vous ai donné rendez-vous plus tard pour cette analyse que nous faisons régulièrement du professeur Franklin Yamsi. Nous allons continuer avec l'analyse ce soir. Vous vous rappelez, la fois dernière, on n'est pas allé très loin, c'était intense. Nous avons fait 5 heures de temps. Et d'après les feedbacks que je reçois des gens, ils disent que la durée de nos analyses empêche certains à les suivre jusqu'au bout. Ce qui fait que ce soir, nous allons faire comme suit. Nous allons faire l'analyse jusqu'à un certain niveau et arrêter. Après, redémarrer. Et après redémarrer. Ainsi, on va se fabriquer des petits morceaux d'analyse pour permettre aux gens qui ont peur de la durée de l'analyse à écouter au moins chaque morceau jusqu'au bout. Donc, c'est la nouvelle méthode que nous allons adopter. Et cette méthode a cet inconvénient que lorsque le direct sera arrêté, beaucoup de personnes ne pourront plus peut-être se reconnecter. Et ce sera un inconvénient d'arrêter et recommencer. Par contre, il y a la possibilité, Agnès est en train de mourir de rire. Oui, je vois déjà des réponses là, comme Sylviane Carole, elle dit oui, c'est mieux. Donc, on va alors essayer ça ce soir. Et si on arrête, on recommence. On voit que le nombre de personnes qui suivaient est passé, a beaucoup diminué de plus de peut-être 30%. Ça veut dire que s'il y a 100 personnes, on recommence, on n'a plus que 70. Ça voudrait dire que cet effet-là n'est pas souhaitable. Mais si en recommençant, le nombre de personnes est élevé, ce serait super parce que ça permet aussi à ceux qui ont déjà fait les partages de recommencer ces partages-là. Donc ça aussi, cet avantage-là. Nous allons essayer ça ce soir. Nous allons essayer pour voir si le fait d'arrêter ne gêne personne et je dois chercher à faire comme dans des séries où là où j'arrête, où c'est vraiment très intéressant. Là j'arrête et puis ça pour donner l'envie aux gens de se reconnecter très vite pour l'épisode suivant. Voilà. Donc voilà pourquoi nous faisons cette analyse. Cette analyse que nous faisons en série depuis un certain temps a pour but de faire entrevoir ce que le professeur Franklin Yamsi a comme projet et d'apprécier ce qu'il fait de bien et d'apporter un peu de lumière sur les zones obscures. C'est-à-dire, ça nous fait parfois faire des voyages dans le passé où on prend un petit morceau choisi du passé, on revient dans le présent et ça c'est tout simplement pour agir sur le futur de la révolution. La révolution qui pour certains est en train de vaciller et qui pour d'autres est juste comme d'habitude. Il y a des événements qui perturbent un peu mais on arrive toujours comme des chats à retomber sur nos pattes et on continue. Voilà.
Donc, pourquoi nous analysons le professeur Franklin Nyamsi au lieu d'analyser d'autres personnes? Pourquoi est-ce que nous nous attardons sur lui particulièrement? Il y a aussi d'autres combattants qu'on pourrait analyser. Il y en a plein. Nous pourrions analyser, j'ai suivi qu'il y a 9 brebis galeuses. On pourrait les analyser un après l'autre. C'est possible. Nous pourrions faire ça. Nous pourrions choisir chacune des brebis là et analyser progressivement. Mais vous voyez que quand un groupe se fait autour d'une personne, il est préférable d'analyser cette personne-là. Parce que ça nous permet non seulement d'influencer tout le groupe, mais aussi d'empêcher que ce qui est planté dans ces gens-là continue à être approvisionné. Nous devons essayer un peu de couper le robinet qui crée toutes ces manipulations, toutes ces injures, toutes ces fabrications d'insultes et des accusations vides qui se font par ces brebis galeuses-là. Donc, nous devons nous attaquer à celui qui les entraîne, à celui qui les forme, à celui qui implante ces idées-là. Et quand on aura réussi, les autres, eux aussi, vont finir par nous aider à réussir dans ce chemin. Parce que déjà, la dénomination qu'on leur a donnée montre déjà la considération qu'on a aussi pour eux. Donc, je pense que pendant qu'ils nous suivent, nous adresser à leur maître, ils vont aussi prendre conscience et ainsi ils pourront être eux aussi guéris de la gale qu'on leur a mis dessus. Donc voilà, je te salue Ansi Cynthia, salut à Dakou, salut à vous, grâce Dieu tu es revenu, tu es là. Voilà, donc voilà pourquoi nous préférons analyser le professeur Franklin Nyamsi, professeur d'université de Rouen pour certains et pour d'autres professeurs du lycée, ça s'appelle comment? C'est un lycée quelque part là. Voilà, donc moi j'ai fait des enquêtes pour voir parce que on doit aussi édifier les gens pour voir si effectivement je pouvais retrouver ces traces à l'université de Rouen. Et en tapant son nom sur le site de cette université, je ne retrouvais pas du tout le nom, ni le prénom. C'était un peu, ça m'a un peu étonné. Et j'ai essayé le nom d'une autre personne que je sais qu'elle travaille là-bas, une femme. J'ai tapé le nom et puis je pouvais la retrouver. Donc à ce niveau, je dirais que mes recherches ont montré qu'on ne pouvait pas le trouver à partir de la page. Mais cependant, dans son CV, qui date de 2017, que j'ai retrouvé quelque part, il avait une adresse email qui correspond à cette université-là. C'est-à-dire qui montrait qu'il a été dans cette université en tant que quelqu'un qui y travaille. Je ne sais pas le rôle qu'il avait, mais pour obtenir cette adresse-là, il a fallu qu'il dispense, qu'il ait une fonction dans cette université-là. Donc voilà le seul lien que j'ai pu trouver jusqu'ici. S'il y a ces étudiants dans le direct, que les étudiants écrivent ici que c'est leur professeur. Voilà, j'ai reçu aussi l'adresse, j'ai retrouvé aussi l'adresse mail d'une responsable de cette université-là, que je pourrais lui écrire pour demander plus d'informations, mais ce n'est pas très utile, cette recherche-là. C'est juste pour me rassurer personnellement si les rumeurs qui courent qu'il enseigne uniquement dans le lycée étaient vraies ou pas. Mais une chose est sûre, c'est que nous avons la preuve tangible que ce professeur est capable d'inventer des histoires. Il est capable d'inventer des histoires sur des gens
et même les insulter en plus. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'ambassadeur de France, Guilou, où il l'a copieusement insulté et calomnié et a fait aussi tellement de deepfakes par rapport à cet ambassadeur. Et sûrement, il y a eu des avertissements qu'il a reçus parce que je ne suis plus parlé de ces deepfakes-là depuis un certain temps. France 24 a censuré les publications deepfake de l'ambassadeur Guilou dans sa page Facebook, dans la page Facebook du professeur. C'est-à-dire, c'était écrit là Intox et tout. Donc, je pense que le professeur avait dit que s'il mentait, alors l'ambassadeur aurait déjà porté plainte contre lui. Et je pense que s'il y a une plainte qui court contre sa personne, il ne viendra pas certainement nous dire dans l'un de ses directs. Et peut-être que ils vont, si ça arrive à ce niveau, ils vont peut-être lui donner des conditions à suivre. Sinon, la plainte poursuivra peut-être son cours s'il y a une plainte. Donc, ce que j'ai constaté quand même, c'est que les deepfakes sur Guilou n'ont plus été produits. Ça montre que il a été freiné dans cet élan-là. Voilà. Donc, vous voyez que quelqu'un qui fabrique des choses pareilles et qui publie et pousse, on a vu que la pétition était déjà à 41 400 personnes qui avaient signé à ce moment où on analysait la pétition. Vous voyez qu'il y a 41 000 personnes qui ont signé cette pétition et pendant le direct qu'on analysait, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont signé 7 fois, qu'ils ont signé 6 fois et tout ça. Donc, si une personne a signé 7 fois, il faudrait dire que bon, si la majorité a fait comme ça, divisons sa pétition, le nombre de personnes qu'il y a là-dedans, peut-être par 3 ou 4, et on aura peut-être le nombre de personnes vraiment actives qui ont fait ça. Peut-être les gens ont signé ça aussi à partir de la Côte d'Ivoire et de partout. Et c'est pourquoi ce nombre-là a été atteint. Mais ce qui est surprenant, c'est que le professeur Franklin Nyamsi a 60 000 abonnés sur sa page YouTube. Et si tous ceux qui le suivaient déjà sur YouTube étaient d'accord avec sa pétition, je pense qu'il aurait déjà eu au moins 60 000 signatures. Ça veut dire que ses propres brebis galeuses ne sont pas tout à fait d'accord avec cette pétition, ce qui fait que vous allez le voir parler de moins en moins de cette pétition, d'autant plus que ces derniers jours, le tyran Biya a aligné plusieurs visites des différents ambassadeurs et le professeur n'a plus eu le courage d'organiser de nouvelles pétitions. Donc, vous voyez que ce que nous faisions ici concernant le professeur Franklin Nyamsi était des choses solides, ce n'était pas des blagues. On ne voulait pas que le mensonge prospère dans la révolution, que ce professeur, pardon, qu'il n'influence pas toute la révolution avec ses idées un peu inconventionnelles. Et que aussi par là, comme il paraissait comme le protecteur du parti d'opposition numéro 1, le MRC, on se disait que se montrant comme protecteur de ce parti, même comme il leur donne déjà des injonctions et des interdictions, ne faisant même pas partie du parti en question, vous constatez que on a l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui a besoin de l'attention, qui a besoin de l'affection, de l'amour. Et il a lui-même dit que c'est notre amour pour lui qui le pousse à bien dormir. On a fait cette analyse et vous l'avez bien écouté dire. Il dort bien à partir de notre amour. Donc, ça veut dire qu'il a besoin de cet amour-là, de cette attention-là. Je ne sais pas pourquoi il est tellement fixé là-dessus. Cependant, il voudrait aussi être au centre de tout. Voilà. Donc, si nous avons décidé d'étudier de fond en comble cette pétition, c'est parce qu'il y a eu des questions qui ont été soulevées
des questions venant des activistes de la base jaune, nos camarades de la base jaune. Ils ont été assez éveillés pour soulever ces problèmes. Et quand ils l'ont fait, ils ont été littéralement foudroyés. C'est-à-dire, c'est comme s'ils avaient retiré j'utilise maintenant les termes du prof, comme si on avait retiré le biscuit de sa bouche, ou bien comme si on avait, encore un autre terme de lui, comme si on avait volé sa femme. Donc, il est sorti tellement enragé, tellement déçu, tellement mécontent. En plus de ça, il y a eu des accusations venant toujours des mêmes combattants, comme quoi il faisait partie des gens qui formaient un gouvernement de transition pour remplacer le président élu, emprisonné, et continuer la lutte à sa place aussi longtemps qu'il sera en prison. À ce niveau, toutes mes recherches ne m'ont pas poussé à trouver la vérité. Mais il y a une personne, une femme qui a toute la vérité, et c'est elle seule qui peut-être un jour nous dira la vérité, parce que c'est cette femme-là qui faisait les recrutements et elle était chargée par le combattant Gantchop, qui lui a bluffé tout le monde avec des photos qu'il avait du président élu, comme vous voyez aussi le professeur Franklin Nyamsi avoir plein de photos avec les différents dictateurs africains et aussi avec le président élu. Mais cependant, la photo avec le président élu est dans le tiroir parce que derrière lui, actuellement, c'est la photo de son meilleur ami, camarade d'université. Et il se dit aussi l'avoir aidé à gagner une bataille pour arriver au pouvoir. À ce niveau, je ne sais pas si cette bataille était médiatique, tout simplement, mais il se réclame ça et il en est très fier. Il a même dit qu'il est quelqu'un de fidèle, et c'est parce qu'il est fidèle qu'il est encore en vie. Ça veut dire que le métier qu'il fait est risquant, et il sait peut-être que la trahison signifierait peut-être tout simplement la mort. Donc il a dit c'est parce qu'il est fidèle qu'il est encore en vie. Donc s'il est donc fidèle à quelqu'un d'autre qui garantit sa vie que le président élu, nous pouvons nous poser des questions de savoir s'il faut faire un choix de fidélité, qui va dominer, l'ami de longue date qui l'accompagne dans tous ses directs, ou bien le président élu, notre guide. Maintenant, qu'est-ce qui nous a poussé à nous rapprocher un peu sur les différentes sorties du professeur Franklin Nyamsi? Ce qui nous a poussé à commencer ces analyses, c'était des incongruités. C'est-à-dire, nous avons constaté à un certain moment, puisque nous étions au départ tout simplement observateurs, on observait ces directs, ces démonstrations du fait que la rencontre avec le président de l'ambassade de France et le président du Cameroun actuel, usurpateur, était du deepfake. Alors, on s'est posé, dès qu'on a vu ces images-là, on a compris que les effets qu'on voyait étaient dus à la compression. Et étant du domaine, nous avons voulu voir où il voulait arriver. On l'a observé pour essayer de comprendre quel chemin et quels sont les objectifs qui étaient suivis là-dessus, là derrière. Alors on s'est dit que ça devait être pour lui une forme de mobilisation, et on voulait donc voir si cette mobilisation-là est effective. Mais par contre, en observant cette mobilisation, on s'est rendu compte que non, l'effet recherché n'était pas là. C'est-à-dire que c'était un chemin qu'on a trouvé à la fin, que c'était même plutôt dangereux d'inventer des histoires pour mobiliser les gens. Parce que quand vous le faites, vous attirez vers vous beaucoup de personnes qui croient en ce que vous dites, qui croient en notre lutte, qui croient aux motivations qui nous poussent à descendre dans les rues. Et cependant, dès qu'ils découvrent donc le poteau rose, ils vont être déçus. Et quand ils sont déçus, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'éloignent
de vous et du combat en question. Il se dit c'est une fausse idéologie que nous suivons. Donc, avant que la vérité ne sorte de quelque part ailleurs et tout ça, nous on a pris donc la peine de faire une analyse, une démonstration ici devant vous avec tout le monde pour expliquer comment les images se conduisent quand on les comprime, comment les vidéos se conduisent quand on les comprime et a démontré aussi que les changements de taille d'objets qu'il expliquait dans son analyse étaient tout simplement dus au fait qu'il lui manquait le savoir dans le traitement d'images. Et puisqu'il a su ça, et il savait que la vérité devait sortir quand France 24 l'a contacté, il a fait précipitamment un direct de presque 35 minutes pour donner un nom. Yoshi Mashagaki, un nom un peu qui sonnait japonais. Ce Yoshi, il a dit que c'est lui qui a fait cette analyse et qu'il lui faisait révérence. Donc ça, c'était une voie de sortie qu'il posait parce que nous savons c'est un monsieur très intelligent et vous ne pouvez pas refuser. Donc il posait comme ça des pierres pour s'échapper. Et ça nous a ramené à revenir au niveau de l'affaire des transitions. Et on s'est dit, s'il est quelqu'un qui agit préventivement comme ça, alors ça pourrait être qu'il était effectivement parmi ceux qui parlaient ou bien qui réfléchissaient sur cette transition. Mais il a vu qu'il devait avoir un piège. Après que ça ne devait pas marcher parce qu'il y avait déjà certains de ces brebis galeuses qui sont sortis et puis qui ont commencé à dénoncer cela. Alors, il a fait un direct. C'est même le seul de ces directs que je le vois dans cette position. Et je pense qu'il pouvait avoir peut-être ce jour le même tricot qu'il a sur lui là. Il était assis sur un canapé et c'est là-bas qu'il a fait ce direct-là. Donc, c'est rare. Ces directs sont soit dehors, dans sa voiture, dans un parc ou bien dans son bureau. Mais là-bas, c'était à un autre endroit et ça paraissait très tôt, c'était très matinal. Donc là, il a expliqué que la transition n'était pas possible. Alors, pour ceux qui réfléchissent bien, il faudrait que les gens comprennent que pour qu'ils réfléchissent et fassent un direct pour expliquer ça aux gens, il lui a fallu du temps pour faire ses analyses, c'est-à-dire chercher les informations nécessaires pour savoir si un truc comme ça est possible et tout ça. Il a eu à faire toutes ces recherches avant d'arriver sur la conclusion que ce n'était pas possible. Et le temps de faire ces recherches pourrait donc nous pousser à croire que s'intéresser à ça, déjà comme ça, voulait dire il voulait voir si c'est possible. Donc, si c'était possible, alors il aurait certainement dû s'engager. C'est pourquoi il a mené des recherches. Peut-être quelqu'un d'autre qui est fidèle au président élu et qui fait tous les efforts pour que celui-ci sorte de la prison aurait répondu sans même faire de recherche à ces gens qui organisaient cela que, mes amis, vous savez, c'est le président élu qui nous a mis dans cette seconde phase dans cette phase de la révolution et nous devons nous battre pour qu'il soit libéré et non nous battre pour réaliser ce qu'il voulait pendant qu'il croupit encore en prison. Donc voilà, c'était une histoire assez compliquée et ça a aussi beaucoup secoué le professeur Franklin Nyamsi. Et de ce fait, ces brebis galeuses ont commencé à traiter ceux qui disaient, ben voilà, il faisait partie de ce truc de menteur. Et pourtant, il y a une partie d'audio qui dit, ben voilà, il y a des intellectuels, beaucoup d'intellectuels que vous connaissez aussi, qui sont prêts à participer à ça. Ne dites pas après que on ne vous avait pas dit, que wow, on ne vous avait pas dit, pour répéter un peu cette femme dans cet audio-là. Donc voilà, ça veut dire que ça laisse déjà croire que dans cette histoire de transition, il y avait des intellectuels et qui se signalent le plus souvent comme intellectuels dans cette diaspora, c'est le professeur Franklin Nyamsi. Alors, on ne peut pas dire que c'est un lien direct. Nous sommes en train de faire des analyses pour essayer de voir ce qui aurait pu être sa motivation. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire des recherches sur cette transition? Qu'est-ce qui l'a poussé à être aussi matinal pour répondre à cette question? Et il y a des combattants qui ont dit qu'il a fait ce direct-là après qu'on ait dénoncé
l'histoire de la transition. Donc, c'était alors un direct de nettoyage, de blanchiment, en quelque sorte, peut-être. Bon, je ne peux pas le dire à 100%, mais je sais qu'il a eu à faire des recherches là-dessus et il a fait toute une exposé là. Et nous avons eu l'occasion de bien l'écouter et de savoir qu'il a présenté que ce n'était pas, que même légalement, ce n'était pas possible parce que pour lui, déjà, en tant que franco-ivoirien, peut-être ce n'était pas possible de participer à une chose pareille. Mais est-ce que tous ceux qui faisaient partie de cette transition étaient des binationaux? Est-ce que c'était des expatriés? On ne sait pas. Donc, ça a vomi, ça a été déconstruit comme ça. Et il y a un autre truc qui est très intéressant. C'est un truc très intéressant parce que ça touche encore les brebis galeuses. Parce que à la période de cette transition, quand les prisonniers politiques sont sortis de la prison, il y a un certain Paul-Éric Kingé qui a fait une apparition et a donc dit qu'il a fait une forme d'hommage à l'organisation CORE pour dire qu'il félicitait CORE d'avoir lutté contre cette transition-là. Vous comprenez? Maintenant, la question qui se pose, si on voit comment Paul-Éric Kingé s'est conduit par la suite et que c'était un fervent supporter des brebis galeuses et tout ça, est-ce qu'on n'a pas à se poser des questions? Est-ce qu'on n'a pas à se poser des questions de savoir quel genre de lien est-ce que ces gens ont tous ensemble? Pourquoi est-ce que leurs comportements sont semblables? Pourquoi est-ce que Paul-Éric Kingé et met des barrières contre le MRC et le professeur Franklin Nyamsi fait pareil en donnant même des injonctions au MRC, en traitant le MRC d'intimidé et en voulant créer un bataillon des éléments de la base qu'il va associer au MRC juste pour que nos actions soient mises sur le dos du MRC. Pourquoi est-ce que le professeur Franklin Nyamsi se permet de parler au nom du MRC et d'insulter le président français, le ministre des Affaires africaines françaises, Le Drian, Jean-Yves Le Drian, l'ambassadeur de France au Cameroun, Monsieur Guilou? Pourquoi est-ce qu'il pose des actes qui, diplomatiquement, seraient des actes qui vont à l'inconvénient, qui ne vont pas à l'avantage du MRC? Est-ce que le MRC se pose des questions sur cette démarche du professeur Franklin Nyamsi qui, le jour, jure fidélité et jure que tous ceux qui parlent au nom du président élu doivent se conduire comme tels? Mais pourquoi lui, il ne se conduit pas comme ça? Ça, c'est la question qu'on doit tous se poser. Pourquoi il ne se conduit pas exemplairement? Pourquoi est-ce qu'il se permet d'inventer des histoires sur l'allié le plus fort du Cameroun actuellement, qui est la France? Comment il arrive à inventer toute une histoire sur une présumée mort du président Paul Biya? Et la question qui se pose et que tout le monde devrait se poser, c'est qui est derrière tout ça? Parce que quand on voit comment les choses ont évolué, nous voyons qu'il y a eu des combattants qui ont signalé la mort de Paul Biya et ces combattants sont autour de lui. Il y a eu des combattants qui ont signalé la mort de la femme Chantal Biya. Ces combattants sont autour de lui. Il y a des combattants qui ont parlé des deepfakes et tout ça. C'est-à-dire, c'est tout un monde de fake. Des gens qui font dans les fausses nouvelles, qui se retrouvent autour de lui. Est-ce que on ne pourrait pas se poser la question de savoir qui pilote ces gars par derrière? Est-ce que ce n'est pas une façon de se out, de dire, ben voilà, me voici, je me présente maintenant comme le chef de ces gens-là? Parce que si vous voyez bien, il y a une chose qui est inquiétante. Ce qui est inquiétant, c'est que comment tous ceux qui créent ces histoires qui ne tiennent pas debout se retrouvent tous autour de lui, lui aussi qui crée des histoires qui ne tiennent pas debout.
Est-ce que ces gens qui inventent ces histoires-là sont en train de nous aider dans ce combat? Posez-vous la question de savoir. Si quelqu'un vient vous dire que Paul Biya est mort et que Paul Biya ne l'est pas, c'est pour créer quoi? C'est pour faire en sorte que les gens arrêtent de se battre parce que, en effet, celui contre qui on se bat là n'est plus. Vous comprenez? Et maintenant, quand vous arrêtez, vous baissez un peu les armes et vous vous dirigez dans ce sens, et que subitement vous le revoyez, alors vous êtes démoralisé. C'est-à-dire que ça crée un choc intérieur en vous et vous vous dites, ben dis donc, qu'est-ce qu'on fait? Et ce qui est étonnant et très très inquiétant, c'est que ces gens qui créent ça, ils n'ont même pas honte de venir s'expliquer là-dessus quand la vérité parvient à sortir. Ils n'ont pas honte de venir dire, ben voilà, j'ai été trompé par tel ou tel ou tel. Vous comprenez? Qui a donc poussé jusqu'au président élu à faire une lettre pour déclarer la vacance du pouvoir? Qui est cette personne ou bien ces gens qui sont aussi manipulateurs que même le président élu peut être influencé par leur complot? Ça, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que maintenant, on ne devrait pas dire ou bien demander au MRC d'être plus prudent, d'être nettement plus prudent en ce qui concerne ces gens qui créent des fausses nouvelles? Certains appelleraient ça fausses bonnes nouvelles. Moi, je n'appellerais pas ça comme ça parce que toute action qui entre dans ce combat, dans cette lutte, et qui discrédibilise le combat, et qui nous ralentit, parce que vous imaginez, il y a eu toute une cérémonie qui s'est passée ici à Berlin, où les gens ont mis le cercueil, ont fait le deuil de Biya, j'étais parmi, et il y a eu toutes des cérémonies un peu partout dans le monde où les gens étaient en train de sloguer que le Cameroun n'est plus gouverné que par une photo. Donc maintenant, quel est le but vraiment concernant le combat de ces rumeurs qui sont lancées? Posons-nous une question simple. Qu'est-ce que ça fait dans le combat? Ça aide le combat, ça aide peut-être à pousser ceux qui n'attendent que la mort de Biya pour parler, à s'exprimer. Est-ce que ce n'est pas plutôt une stratégie pour voir, pour détecter ceux qui sont effectivement contre Biya et les ficher quelque part? Est-ce que ces rumeurs-là ne sont pas lancées effectivement pour désorienter notre combat? Vous avez suivi le discours du président élu après qu'il ait parlé de cette vacance du pouvoir, quand il est revenu nous parler plutôt du gré à gré. Il a dit, ce gouvernement, parfois ce monsieur simule parfois lui-même sa mort pour réapparaître comme un messie, vous voyez. Et quand il le dit, ça c'était une confirmation qu'il s'est aussi rendu compte que la manipulation venait de loin. Ça veut dire que la manipulation venait même depuis la présidence. Mais maintenant, la question qu'on se pose, c'est quels sont les liens que ces combattants qui passent leur temps à sortir des rumeurs pareilles, quels sont les liens qu'ils ont avec la présidence? Comment est-ce qu'ils parviennent à obtenir ces informations et à influencer tout le monde avec jusqu'à la plus haute sphère de l'opposition? Ça, c'est la question qu'on se pose. Et quand on trouve ça, quand on se pose cette question, ça nous donne un peu de la sueur froide au dos. Ça nous fait comprendre que si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas vraiment de véritables insoumis, nous allons être tout le temps trimballés dans ce genre de fake news et c'est ainsi que le temps va passer. 1 an, 2 ans, 3 ans, 40 ans, 60 ans et on n'aura rien atteint parce que ces bureaux de fake newsers-là, ils sont efficaces. Et pour se défendre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour se défendre, ils vont essayer de remettre sur les autres qui se battent et de manière sérieuse, ils vont essayer de rejeter la faute vers eux. Pour dire que c'est eux, ce sont ces gens-là qui sont à l'origine des choses. Ce sont ces gens-là qui sont payés par Motazé, par celui-ci et tout ça. Si quelqu'un est payé par Motazé, comment tu fais pour savoir c'est Motazé qui le paye? Si Motazé donne des informations aux gens, comment tu fais pour savoir? Puisque tu nous as déjà donné plusieurs informations qui étaient fausses. Qu'est-ce qui doit nous pousser aujourd'hui à avoir confiance au professeur Franklin Nyamsi ou bien à beaucoup parmi ces brebis galeuses qui font dans le même métier? Est-ce que le MRC, ce parti-là qui se bat nuit et jour pour que le Cameroun ait un minimum de changement et dans la paix, est-ce que ces gens-là ne sont pas victimes de ce professeur qui avait ses théories
est en train de les pousser à l'erreur, en train de les amener à penser autrement. Vous comprenez? Il n'y a pas que ça. Il nous a fait toute une démonstration. On attend encore. Le temps nous le dira parce que dans cette révolution, ce que nous avons tous quand nous vivons, c'est le temps. Vous voyez? Le temps, il est cher, mais nous l'avons tous. Il a fait toute une démonstration où il disait comment le gouvernement devait créer un poste de vice-président et il a même cité ceux qui étaient candidats à ces différents postes-là. Nous avons suivi ça très attentivement. Et les députés sont rassemblés, ils ont terminé, on n'a rien écouté concernant le gré à gré. Maintenant, en août, avec ce qui va se passer là-bas, nous allons voir, nous suivons un peu progressivement. Dans cette lutte, il y a ce qu'on appelle la lutte préventive. C'est-à-dire, quand vous avez des rumeurs ou bien vous pressentez que quelque chose pourrait se faire dans ce sens-là, il faudrait mobiliser les gens, l'opinion publique à manifester un non. Parce que ces gens du régime sont certainement dans les réseaux sociaux, ils lisent aussi les réactions des gens et voient comment les gens réagissent et si les gens sont prêts à accepter des choses pareilles. Et pour cela, allant dans le sens de la fabrication des rumeurs en fonction de ce qui est fait dans le gouvernement, nous pouvons prendre l'exemple de la sortie de Jean de Dieu Momo, où il disait que si le président Biya choisit n'importe qui pour le remplacer, il soutiendrait la personne. Donc vous voyez que là, c'est un monsieur qui vient et il laisse encore dans les médias un soupçon d'un héritage que Biya serait peut-être en train d'arranger. Et il fait comprendre que l'entourage ainsi que l'entourage de Biya est prêt à accueillir l'héritier de Biya. Donc, à ce niveau-ci, nous pouvons donner raison au président élu qui dit effectivement, ils sont en train de préparer un gré à gré. Parce que si un ministre apparaît, un ministre de la justice, apparaît dans un pays dit démocratique et dit que si le président choisit n'importe qui pour le remplacer, lui soutiendra la personne. Donc, vous comprenez que c'est devenu la soumission totale. C'est-à-dire que c'est s'agenouiller devant César et dire « Hi César » et accepter tout ce qu'on fait. La personne n'est plus elle-même, elle est devenue un produit de ce régime-là. Donc, chers camarades, voilà donc les raisons qui nous ont poussés à entrer dans cette série d'analyses et à vouloir apporter une loupe sur le parcours des lives Facebook et autres du professeur Franklin Nyamsi et se poser la question de savoir pourquoi il aimerait absolument que lorsque le président élu parle du MRC et du peuple du changement pour lutter contre le gré à gré, lui il vient parler du MRC et les autres. Donc je pense que il veut en quelque sorte diminuer la force, le soutien que le MRC a, en inventant des histoires telles que il a dit si vous voulez faire la guérilla, alors ne mettez pas, vous n'avez pas besoin du soutien de Maurice Kamto pour faire une guérilla. Mais si on sait qu'on n'a pas besoin de son soutien, pourquoi tu mélanges son nom donc à cette guérilla-là? Pourquoi? C'est-à-dire, si les combattants, ceux qui sont en train de lutter dans le Nozo, là, pourquoi est-ce que vous n'associez pas ça à Maurice Kamto? Il y en a parmi qui reconnaissent que Maurice Kamto, c'est le président élu. Oui, parmi les ambazoniens, il y en a qui reconnaissent Maurice Kamto comme le président élu. Mais ils ne font pas leur lutte armée pour lui. Ils font leur lutte armée pour leur indépendance. Et bien que le président élu s'est toujours prononcé contre une quelconque indépendance, mais beaucoup plus pour un fédéralisme dont le nombre de parties prenantes n'est pas encore défini parce qu'il a dit à 9, un fédéralisme à 9 ou bien à 3, ça dépend. Quand il dit peut-être 9, ça voudrait dire que on prend les deux régions anglophones, on en fait une région et les autres régions restent. Ou bien à 3, c'est-à-dire chaque région anglophone est indépendante plus le reste du Cameroun francophone. Donc ça dépend de comment est-ce que les Camerounais vont vouloir que ça se passe.
Mais dans tous les cas, c'est pas parce que les gens ont voulu retourner à leur état initial quand les traités ne sont pas respectés qu'on doit prendre les armes et se mettre à tirer sur eux. Nous ne sommes pas pour la division, nous luttons même pour que tous les pays africains soient unis, qu'ils soient plus forts pour faire face aux défis de la comment on appelle ça, globalisation, globalisation. Donc, ils sont en train de faire de la mondialisation, effectivement. Donc, ils sont en train de faire beaucoup d'efforts dans ce sens-là pour que l'Union africaine devienne beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte. Donc, on ne peut pas, dans ce cas, encourager encore des divisions à l'intérieur des pays quand on fait des efforts pour unir toutes ces grandes nations-là. Voilà. Donc, maintenant, chers camarades, nous sommes à 51 minutes de notre analyse. Nous allons arrêter à 1h20 ou 1h30 maximum et recommencer. Voilà, on prend donc le morceau choisi qui a été déjà sélectionné pour vous et on continue là-dessus. Il s'agit ici des causes des insultes, du fait qu'on parle, il va parler du téléphone et du fait qu'on insulte les étrangers dans la diaspora. Écoutez comment il analyse ça. Et donc, dans le cas d'espèce, quelqu'un vient vous perturber toute une diaspora pendant une semaine parce qu'on l'a traité de sale étranger. Vous pensez que quelqu'un qui survalorise une telle contradiction, vous pensez qu'il le fait uniquement parce qu'il est fâché, parce que ça lui fait mal? Non. Voilà, nous voici dans le vif du sujet. Le professeur Franklin Nyamsi dit que quelqu'un vient se plaindre qu'on l'a appelé sale étranger. Et regardez son regard. Voyez, il veut vous convaincre. Quand il écarte les yeux comme ça, c'est pour vous convaincre. Vous voyez? C'est-à-dire que ce que je vous dis là, il veut entrer dans vous, il ouvre ainsi votre esprit pour planter dans votre esprit ce qu'il va dire là. Donc quelqu'un, vous êtes insulté, n'est-ce pas, de sale étranger. Et quand vous vous plaignez, il dit que vous croyez que la personne se plaint parce qu'on l'a insulté. Non. Il va nous dire là certainement que c'est Motazé qui les a envoyés se plaindre. Vous comprenez? Donc, ce monsieur est en train de sortir peu à peu de la réalité de la vie. Parce que quand nous luttons pour les libertés, là, quand nous luttons pour le respect des droits de l'homme, là, c'est pour éviter que quelqu'un soit insulté. Ce monsieur-ci, s'il parle comme ça du fait qu'on insulte quelqu'un de sale étranger, ça veut dire que quand quelqu'un va se plaindre plus tard, si lui, il est peut-être au gouvernement, quelqu'un va se plaindre du tribalisme, il va dire, ah bah, il raconte seulement pour nous troubler, dis donc. C'est quoi? On t'insulte, ça fait quoi? Ça change, ça t'empêche de dormir et tout ça. Donc, il sort là toute forme de sensibilité. C'est Machiavel, ça. C'est-à-dire, il veut éloigner de lui toute forme de sensibilité. Pousser les gens à ne plus voir les choses humainement, mais plutôt par intérêt. C'est-à-dire que vous posez la question à chaque fois quand vous êtes en face d'une situation, que vous posez plutôt la question de savoir qu'est-ce que la personne gagne dans ça et qu'est-ce que moi je perds dans ça. Donc, il joue plutôt un jeu d'intérêt et ça ne passe pas avec une politique de moralisation, une politique de vivre ensemble et de respect des droits des personnes. Donc, écoutons ce qu'il va ajouter à ça. Les gens qui survalorisent les contradictions secondaires, qui passent leur temps à se plaindre de la moindre vexation qu'on leur a faite, dans des phases de lutte comme celle que le Cameroun connaît, c'est des gens qui ont été envoyés pour utiliser ça. Vous voyez, il nous dit là que si une brebis galeuse se permet d'insulter Calibri et que Calibri se plaint, c'est qu'on a envoyé Calibri faire ça pour troubler la lutte. Vous comprenez? C'est-à-dire cette phase de la lutte là. Quand nous parlons de cette phase de la lutte, qui a travaillé pour qu'on arrive sur cette phase de la lutte? C'est nous autres activistes, non? Et le MNC, nous avons travaillé pour arriver là-dessus. Donc maintenant, quand il prend quelqu'un parmi ceux qui ont travaillé pour qu'on arrive à cette phase-ci et dit que la personne se plaint parce que la personne veut gâter ce qu'il a passé son temps à travailler. Donc, ça veut dire que lui, il est capable de gâter ce qu'il a passé son temps à travailler, comme nous l'avons vu faire là. C'est-à-dire que tirer sur les activistes qui l'élevaient hier,
venir les traîner jusqu'au dernier niveau, la dernière échelle de la société et de l'activisme. Non seulement il a agi sur les activistes, mais il a aussi agi sur l'activisme. Il a dit qu'ils font l'activisme de surface. C'est-à-dire que l'activisme qu'ils font là n'a aucun sens. C'est-à-dire des gars qui vont jusqu'à interpeller le président de la 5e puissance mondiale pour lui parler directement des problèmes qu'on fait des pétitions et tout ça pour qu'on en parle. Le bon monsieur vient maintenant vous expliquer que ce sont des activistes de surface. C'est-à-dire que ça sont les bêtises. Et quand vous l'écoutez autrefois, quand il encourageait ce geste-là, vous avez l'impression que vous avez affaire à deux personnages. C'est-à-dire un personnage qui veut que la révolution avance bien avec ses activistes qui font du bon boulot et un autre qui revient maintenant et veut combattre ce boulot qu'il trouvait autrefois que les activistes faisaient et que c'était bien. Il revient combattre ça. Mais maintenant, pourquoi est-ce que vous, combattants, vous voyez un changement de position et vous attendez que ça devienne comme Peck, où il va écrire un livre pour parler du président élu pour que vous vous réveillez? Non, il faudrait que déjà dès maintenant, on commence à sonner les alarmes, qu'on commence à dire que regardez, 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 regardez. Hier, il disait ceci, aujourd'hui, il dit ça. Qu'est-ce qu'il va dire demain? Vous voyez, aujourd'hui, j'ai appris qu'il a mis sur pied une formation YouTube, un truc comme ça, où les gens payent pour l'écouter maintenant. Donc, ça voudrait dire que son objectif, en effet, depuis le départ, c'était de venir se faire un nom dans la révolution gabonaise et ensuite monter un business. Monter un business où il va parler aux gens, son temps sera rentabilisé maintenant. Donc, vous imaginez que ce que nous faisons maintenant, là, demain, nous arrangeons à vous vendre ça. C'est-à-dire, il a dit qu'au lieu de venir maintenant vous parler comme nous, activistes, nous dépensons notre argent pour faire tout ce que nous faisons là. Lui, il vient plutôt maintenant faire en sorte que vous qui regardez là, vous lui donnez de l'argent. Vous qui venez l'écouter, vous lui donnez de l'argent. Et cet argent-là, il ne verse pas sur le suivi Cameroun. Il prend cet argent-là pour peut-être s'équiper, pour peut-être s'acheter une bonne veste, une bonne voiture. Donc, vous voyez que déjà dans la phase de lutte où nous sommes, le monsieur est déjà en train de se faire les sous. Il est déjà en train de se faire les sous derrière qui? Derrière les combattants. Vous comprenez? Ça veut dire que toutefois qu'il passait son temps à dire que le MSC doit faire une école de politique. Le MSC doit enseigner la politique aux gens et tout ça. Je suis disponible. Je suis disponible pour dispenser des cours de méthodologie et de stratégie politique. Donc quand il faisait tout ça là, c'était pour mettre dans la tête des gens qui le suivent qu'il est comme ça, il est possible d'enseigner les stratégies et tout ça et que voilà, le MSC ne fait pas ça. Et comme le MSC ne fait pas ça là, je vais leur montrer que moi, je suis capable de faire ça. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il va enseigner à ces gens? Il va leur enseigner à être froid, comme il se présente là. Quelqu'un vient se plaindre que son téléphone est égaré pendant une manifestation. Il dit que c'est Motazé qui envoie la femme en question pour les troubler. Quelqu'un vient dire qu'on est en train de l'insulter et de lui retirer même sa nationalité. Vous savez ce que ça fait? Quand on vous dit que vous n'êtes pas Camerounais et que vous l'êtes, vous savez ce que ça fait? Hein? Je peux vous montrer une publication de ce professeur Franklin Nyamsi qui se défendait devant les Ivoiriens où il disait qu'il est Ivoirien et il défendait son appartenance ivoirienne. C'est-à-dire que c'est terrible. Je peux vous faire voir ça. Hein? Je vous ai dit l'autre jour que vous pouvez aller sur un site, je peux vous donner le nom du site. Vous allez là-bas et vous tapez son nom, vous aurez toutes les informations et ces publications en question. Vous comprenez? Le site s'appelle www.lebanco.net. Banco.net. Banco s'écrit B-A-N-C-O. Lebanco.net. Vous allez sur ce site-là, vous allez voir sa propre publication où il revendique sa nationalité ivoirienne. Mais le bon monsieur est en train de vous dire là que si quelqu'un vient se plaindre qu'on l'a traité de ceci, il ne faut pas prendre ça en considération parce que la personne fait ça pour vous troubler. Donc lui, quand il allait réclamer sa nationalité ivoirienne, là, c'était pour troubler les gens. Expliquez-nous un peu. C'est-à-dire, je vous ai donné le nom du site, vous pouvez chercher le site, après vous allez voir qu'il est en train de réclamer sa nationalité ivoirienne. Je peux vous lire même les premières lignes de sa publication en question, si ça existe encore, parce que j'en ai parlé à mon direct passé, et j'espère qu'ils n'ont pas
Ils n'ont pas effacé ça. Donc, c'est un peu pour vous expliquer que il y a des traces qui sont laissées comme ça par quelqu'un où il dit je suis ivoirien. Et il explique comment il est devenu ivoirien. Il s'est marié en 99, il a eu son premier enfant et il quitte là, il part en France où il a ses 2 autres enfants. Et quand on suit ces reportages, parce que ça c'était un truc de 2017, quand on suit encore un enfant pleurer derrière lui quand il fait ce direct, ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, il continue à être papa. Donc ça veut dire que il ne peut pas venir condamner quelqu'un qui réclame la même chose que lui. Parce que lui, il a dit, il n'était pas, on disait que les Ivoiriens disaient non, tu es Camerounais, tu n'es pas Ivoirien. Mais lui, il vient dire non, les gars, vous mentez, je suis Ivoirien. Et il explique comment il a fait pour devenir Ivoirien. Vous voyez, souvent, quand je fais ça, je vous fais voir les preuves parce que c'est une des qualités de Réa Canal. Je vais vous faire voir cette publication-là. Et pour ceux qui veulent, voilà la publication. Regardez. Voilà une publication du professeur. Attendez que je fasse ça comme ça. Voilà une publication. Il dit, Franklin Nyamsi, je suis ivoirien. Vous lisez. Je peux vous lire quelques phrases. Il dit, voici une question assez récurrente dont on me rabat les oreilles depuis des lustres dans les réseaux sociaux et dans la presse africaine. Une question redondante qui me vient principalement des partisans les plus radicaux de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Qu'ils soient eux-mêmes ivoiriens, non ivoiriens ou par ailleurs citoyens adoptifs de pays occidentaux comme moi-même, je voudrais une fois pour toutes répondre à cette question, de telle sorte que le présent texte fasse foi et référence en la matière. Chaque fois que la question sera posée, il suffirait alors à mes contempteurs de s'attaquer aux arguments de la présente tribune comme à mes défenseurs, de s'y référer objectivement pour, je l'espère, pulvériser la vulgate haineuse et notoirement xénophobe que je vais à présent déconstruire. Donc vous voyez qu'il est en train de se défendre là. Lui-même, le professeur Franklin Nyamsi est en train de se défendre que les gens sont en train de le traiter de non-ivoirien. Le voilà qui se bat et fait toute une tribune comme ça par rapport à ça. C'est ici alors qu'il écrit que argument cosmopolite, droit de l'ingérence intellectuelle. Il écrit ici, la Côte d'Ivoire est dans le monde partie totale de l'humanité. Or, j'appartiens à cette espèce humaine en particulier. Mon métier est de produire des concepts, de penser justement le monde. Et c'est ici donc qu'il explique qu'il a donc épousé sa femme et ainsi de suite. Il est devenu ivoirien et tout. Donc, il se justifie. Le professeur Franklin Nyamsi ici, dans cette page que vous voyez là, vous voyez, c'est lui qui écrit « Je suis ivoirien ». Donc, quand maintenant le pape de l'information, J. Rémy Ngono, dit que le professeur Franklin Nyamsi est franco-ivoirien et lui, il est camerounais, les gens interprètent ça autrement. Et pourtant, vous voyez ici que le professeur Franklin Nyamsi est en train de se réclamer ivoirien. Il se réclame ivoirien. Donc, c'est pareil comme Rémy Ngono se réclame camerounais. Vous comprenez? Si Rémy Ngono se réclame ivoirien, camerounais et dit que celui-ci est franco-ivoirien, juste sous forme de xénophobie, nous on condamne ça. On va condamner, on va dire non, c'est pas normal. C'est un natif camerounais, il est né au Cameroun, c'est un Camerounais. Mais si déjà le natif camerounais est en train de se réclamer ivoirien, et il dit que tous ceux, que ce soit ses défenseurs, doivent utiliser ce qu'il a écrit là pour le défendre partout. Ça veut dire que si quelqu'un dit que Franklin Nyamsi est camerounais, qu'il n'est pas ivoirien, il faut qu'on le défende en avançant ces arguments-ci. Et maintenant, le voilà, Rémy Ngono, le pape de l'info, qui vient dire il est ivoirien. Et certains veulent faire comme si Franklin Nyamsi n'était pas fier d'être ivoirien. Voilà qu'il est en train de raconter ici qu'il en est fier. Et il raconte comment il a fait pour devenir ivoirien. Donc, ceux qui veulent lire ce truc-ci, je vous ai donné la page, ça s'appelle lebanco.net.
Vous pouvez avoir donc toutes les informations que vous voulez là-dessus. Quand on fait nos analyses, ce ne sont pas des analyses qui s'arrêtent uniquement, je vous ai dit, sur le présent. Je vous dis que la publication est du 28 juin 2017. Donc il y a de cela exactement 3 ans qu'il a publié ceci pour justifier son appartenance, sa nationalité ivoirienne. Donc aujourd'hui, si vous dites qu'il est ivoirien, il sera plutôt fier d'écouter ça parce qu'il a dit utiliser ses arguments à chaque fois que besoin sera. Vous comprenez? Et c'est lui qui a fait ça. Ça ne fait pas longtemps. Donc s'il est quelqu'un qui parle et il oublie ce que lui-même il a vécu autrefois, il oublie comment ça, dans les réseaux sociaux, quand on lui refusait cette nationalité ivoirienne, il était choqué et aujourd'hui il vient banaliser un combattant qui est marginalisé par rapport à sa nationalité qu'il obtient de naissance. Hein? Lui, il obtient sa nationalité par mariage. C'est-à-dire qu'Alibri est né d'une mère camerounaise. Ça veut dire que c'est même pas un truc, oui, là, à se défendre là-dessus. Chez les musulmans, chez les Marocains, tu es Marocain quand ta mère est Marocain, pas quand ton père l'est. Si ton père n'est pas Marocain, ta mère est Marocaine, tu es Marocain. Le contraire ne marche pas chez eux. C'est-à-dire si ton père est Marocain, ta mère n'est pas Marocaine, tu ne l'es pas. C'est-à-dire que c'est la mère, la chair, celle que tu sors d'elle là, qui te donne ton origine. C'est-à-dire que chez d'autres personnes, chez nous au Cameroun, c'est différent. C'est de père ou bien de la mère, c'est notre constitution. Mais c'est pour vous dire que même en tenant compte des autres cultures, la mère a un très grand pouvoir pour l'origine de l'enfant. Et chez les juifs, c'est pareil. Pour être juif, il faut être de mère juive et non de père juif. C'est-à-dire qu'ils ont cette façon-là. Il y a plusieurs judaïsmes, il y a des anciens et nouveaux. Peut-être que les modérés sont différents, mais ils ont ces trucs-là. Et maintenant, quand quelqu'un a sa propre mère et on vient lui dire que non, il n'est pas camerounais, il a menti qu'il est camerounais. Et vous venez dire qu'il fait ça pour troubler, on lui a donné l'argent pour venir faire ça. Et on est en train de vous voir, en train de vous défendre. De vous défendre dans une tribune quelque part pour votre nationalité ivoirienne. Vous comprenez? Et il dit que celui qui se défend comme ça là est en train de jouer un jeu trouble. Vous comprenez? Était-il en train de jouer un jeu trouble en Côte d'Ivoire en se défendant comme ça? Que tous ceux, j'ai vu là, des gens du nom Roselino Levaco ou bien je ne sais pas quoi, qui a fait des publications où il a coupé la partie où Rémi Ngono disait « Je suis Camerounais et il est franco-ivoirien ». Il a publié ça comme pour traiter Rémi Ngono de xénophobe. Vous comprenez? Et pourtant, le professeur Franklin Nyamsi se réclame ivoirien. Il en est fier. Vous comprenez? Il se réclame ivoirien. Donc ça ne peut pas être... Il demande même aux gens ici d'utiliser ce truc-ci comme preuve pour dire que non, ce qu'on raconte sur Franklin Nyamsi là, c'est faux. Il est ivoirien. Vous comprenez? Et aujourd'hui, nous savons que le Cameroun, quand tu prends une autre nationalité, tu perds ta nationalité camerounaise. C'est comme ça. Donc, soit il est comme certains qu'on dit dans le gouvernement qui ont une multinationalité là, et il a encore la nationalité camerounaise. Mais, en effet, il est natif camerounais et on ne peut pas lui voler ça. Si quelqu'un essaie de lui voler ça comme on essaie de voler à Calibri, c'est faux. Vous comprenez? Et puis, quand Rémi Ngono dit que lui, il est camerounais et Franklin Nyamsi est franco-ivoirien, c'est juste pour dire que je ne peux pas lui donner entièrement raison, hein, parce que c'est juste pour dire, lui, il se bat pour son pays qu'il a gardé la nationalité. Il n'a pas voulu prendre une autre nationalité pour profiter des avantages des autres pays. Il se bat pour sa propre nationalité. Donc, il n'est pas quelqu'un qui profiterait. Mais est-ce que ça veut dire que tous les Camerounais qui sont dans la Révolution et qui ont la nationalité française sont en train de se battre pour autre chose? Non. À ce niveau, Rémi Ngono s'est trompé. Il faut lui dire, il s'est trompé. Mais ce n'était pas dans une tactique de xénophobe, c'était juste une réponse politique pour lui dire, voilà, tu es franco-ivoirien, nous parlons ici des affaires camerounaises. Donc maintenant, si tu veux agir ici et tu veux nous traiter, nous qui sommes restés camerounais, comme des infiltrés et des traîtres, alors rappelle-toi que nous sommes restés camerounais. Donc c'était un message politique qu'il envoyait à ce monsieur. Rémi Ngono travaille avec beaucoup de personnes qui sont africains de toute nationalité et puis qui sont français naturalisés et tout. Il n'est pas du tout, il ne montrait pas là une xénophobie. Mais cependant, quand le professeur Franklin Nyamsi banalise cette histoire-là et que ces brebis galeux sont en train d'utiliser ça dehors, moi je me pose la question de savoir, mais comment tu peux dire une chose et tes
brebis galeuses sont en train de faire exactement le contraire de la chose. Hein? S'il ne faut pas se plaindre, quand on vous traite d'une autre nationalité, s'il ne faut pas se plaindre, pourquoi il laisse ses brebis galeuses aller donc s'attaquer aux gens sur le même sujet de nationalité? Pourquoi lui, il se défend ici à partir du même sujet? Donc, c'était pour vous faire comprendre, camarades, on fait disparaître la page. C'était donc pour vous faire comprendre que ce monsieur dit plein de choses où lui-même, il ne croit pas. C'est-à-dire... Et donc, dans le cas d'espèce, continuons. Quelqu'un vient vous perturber toute une diaspora pendant une semaine parce qu'on l'a traité de ça à l'étranger. Vous pensez que quelqu'un qui survalorise une telle contradiction, vous pensez qu'il le fait uniquement parce qu'il est fâché, parce que ça lui fait mal? Non. Les gens qui survalorisent les contradictions secondaires, qui passent leur temps à se plaindre de la moindre vexation qu'on leur a faite, dans des phases de lutte comme celle que le Cameroun connaît, c'est des gens qui ont été envoyés pour utiliser ça. Voilà, vous comprenez. Donc, quand nous faisons ces décryptages et puis on vous dit, voilà comment le monsieur pense, ça veut dire ici en Côte d'Ivoire, on l'avait envoyé en Côte d'Ivoire pour venir faire ça. Il était en mission en Côte d'Ivoire pour faire ce qu'il faisait là. C'est-à-dire que pour perturber un peu l'opinion publique, c'est un peu ça. Il était payé par qui à cette époque-là? Hein? Posez-vous la question. Peut-être qu'il est en train comme ça nous raconter son expérience. Vous comprenez? Peut-être qu'il est en train de nous raconter son expérience. Qu'en effet, lui, en Côte d'Ivoire, quand il a fait ça, il était payé pour faire ça. Sinon, comment est-ce qu'il peut faire une chose pareille et venir quand une autre personne est en train de se plaindre, il dit que non, c'est parce que la personne a été payée. Donc, juste par analogie, ça voudrait dire que lui, il faisait ceci là, que vous avez vu là, parce qu'il a été payé. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, faisons attention, très attention à ce que ce monsieur dit et suivons la suite. J'ai même vu une dame qui s'est promenée sur toutes les pages Facebook après la manifestation réussie du 26 juin. Le 26 juin 2020, la manifestation des Camerounais à l'Assemblée nationale. Ça a tellement réussi qu'il y a une dame qui a choisi de se promener sur toutes les pages pour dire que on a volé le téléphone portable d'une femme qui était là-bas. Pour aller demander à tous ceux qui, de près ou de loin, étaient orateurs lors de la manifestation du 26 juin. Débrouillez-vous pour trouver le téléphone portable qui a été volé à une dame. Il y a une dame qui était à votre manifestation, on a volé. Quand vous voyez quelqu'un qui vient comme ça sur tous les forums avec le même message, sachez qu'on l'a envoyé. On l'a envoyé créer un faux problème. Voilà. Donc, vous êtes convaincu que le professeur Franklin Nnamsi a été envoyé en Côte d'Ivoire pour créer un problème. Que les Ivoiriens qui écoutent ça retiennent. Le professeur Franklin Nnamsi dit ici que si quelqu'un vient avec des problèmes comme la nationalité ivoirienne et tout ça, c'est qu'on l'a payé pour venir créer des problèmes. Donc, que les Ivoiriens écoutent et retiennent ça. Nous, Camerounais, on analyse et on tire des leçons. Des leçons dessus que ce monsieur, il manipule. Ce monsieur tire toujours la couverture de son côté, quelle qu'en soit la situation. Il dramatise, il exagère, il transforme tout le monde en infiltré. Et quand tu arrives dans une révolution, chacun qui fait n'importe quoi, tu le traites d'infiltré. Ça veut dire que tu veux seulement faire exploser la révolution. Oui, plus on analyse, plus on tend vers ces résultats-là. Et vous voyez avec moi où est-ce qu'on est en train d'arriver là. Une femme a perdu son téléphone. Maintenant, par rapport à cette femme qui a perdu son téléphone, vous tous qui êtes là et qui m'écoutez, si quelqu'un est rentré de cette manifestation avec un téléphone qui ne lui appartient pas, si quelqu'un a eu à ramasser un téléphone, que la personne contacte donc l'orateur de cette manifestation, c'était elle chez nous. Donc, contactez-le et dites-lui que vous avez le téléphone en question pour que la femme puisse retrouver son téléphone. Cette femme est venue se plaindre juste pour que ces gens, pendant leur communication, envoient un petit message comme on vient de faire. C'est tout. Vous comprenez? C'est tout. Les 2 minutes qu'on fait pour que quelqu'un retrouve toutes les photos de ses enfants, ses adresses, ses emails, ses trucs et tout ça, pour que la personne retrouve tous ses souvenirs-là, 5 minutes, comme ça, ou bien c'est seulement 30 secondes pour dire ça, ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Si vous répondez à la femme, oui, on va faire un communiqué dessus, c'est fini. La femme n'ira plus partout. Elle va plutôt lire des communiqués que vous avez sortis pour montrer que vous respectez ceux qui viennent à vos manifestations. Parce que ça, c'est un signe de respect.
Vous ne pouvez pas inviter les gens à venir à vos manifestations quand ils ont un problème pendant la manifestation. Vous les traitez d'infiltrés. Vous imaginez un peu? Ils appellent une manifestation, vous vous déplacez de chez vous, vous arrivez, et maintenant, ils vont encore chez eux, ils vous traitent d'infiltrés. Parce que vous avez perdu votre téléphone à cette manifestation qu'ils ont organisée. Mais c'est terrible. C'est machiavélique, c'est méchant. C'est méchant, les gars. C'est méchant. Comment un professeur comme le professeur Franklin Nyamsi peut descendre ces derniers jours aussi bas? Comment il peut toucher le fond comme ça? Est-ce que sa mission là, ce n'est pas dit que soit tu réussis, soit tu meurs? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas en train de jouer la carte de sa vie là? Pour que si quelqu'un perde son téléphone, il vient dire que la personne est infiltrée. Si quelqu'un est insulté et se plaint, il dit que la personne est payée pour faire ça. Vous comprenez que c'est devenu banal. Le gars est en train de nous banaliser tout. Il est en train de traiter tout le monde d'infiltré. Comment vous pouvez croire en un monsieur qui avance des propos pareils? C'est-à-dire, tu invites les gens à la manifestation, ensuite tu les traites d'infiltrés. Et tu vas t'asseoir à la maison, tu dis que non, les Calibris, on avait besoin de vous, il fallait venir, vous nous avez manqué et tout ça. Mais ça, c'est de la pure hypocrisie. C'est de la pure hypocrisie. C'est pas normal. Vous ne respectez pas ceux qui viennent à vos manifestations. Vous ne les respectez pas du tout. Hein? Montrez un peu de compassion, les gars. Vous vous rappelez quand vous allez même en boîte de nuit et que quelqu'un perd son téléphone, le DJ prend le micro et dit, voilà, si quelqu'un a retrouvé un téléphone, déposé ici chez le DJ. Et il y a des gens qui prennent des téléphones et déposent chez le DJ. Le DJ, quand il prend le micro, il dit, un téléphone portable retrouvé. Veuillez venir ici récupérer. Vous comprenez? C'est-à-dire, mais lui, non, à côté de lui, ne te plains pas. À côté de lui, tu dois te taire. On met la musique, les gars. On ne va pas se taire. On va courir pour toi, on va chanter pour toi, on va lutter pour toi, on va mourir pour toi. Nous sommes les Kunga, on chante le Kunga. Nous sommes les Kunga, on danse le Kunga. Donc voilà, camarades. Oui, je lis là, Marius écrit. Il écrit que Niamsi voit les infiltrés partout. Voilà. Merci à Brigitte Kemo. Merci Agnès. Je pense que tu t'es un peu... Oui, c'est sérieux ce qu'on fait là quand même. Vous voyez que ce monsieur, c'est terrible. Donc, comme on a dit tout à l'heure, camarades, on va faire un premier essai tout de suite. Je vais couper le direct et je vais redémarrer tout de suite. Et donc, ne quittez pas, restez connectés. Ça va vous permettre de refaire les partages. Ça, c'est une expérience qu'on a dit au départ, qu'on va couper le direct à 1h20 pour permettre d'avoir les petits morceaux de direct et que ceux qui suivent ça en retard puissent écouter jusqu'à la fin parce que 5 heures leur paraît très grand. Voilà, on se retrouve tout de suite, les amis. À tout de suite.